Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été. Une rétrospective de vos reportages préférés pour revivre l'actualité de vos territoires autrement. Pont-d'Ora, petit village de 450 habitants près de Langon, une école, un pont, mais plus de bars ni de restaurants depuis une dizaine d'années. Il serait bien pour la commune qu'il y ait un espace où on puisse se poser un petit peu, boire un café, une limonade, boire l'apéritif. Les personnes qui demandent souvent l'installation de ce type de commerce, il faut qu'après ils les fréquentent, ce n'est pas souvent le cas. Des difficultés à faire vivre un commerce, mais aussi pour l'ouvrir. L'obtention de la licence 4, nécessaire pour vendre de l'alcool, s'avère parfois difficile. Pour y remédier, le député Guillaume Casparian propose une dérogation simplifiant les démarches. Une proposition de loi qui aurait de quoi redynamiser certaines petites communes. Pouvoir donner la chance à beaucoup de villages de pouvoir revivre. Et puis nous, on a eu la chance que la mairie était propriétaire de la licence 4. On a eu beaucoup plus de facilité aussi pour s'installer. Installé depuis novembre, c'est à Saint-Vivien de Montségur que ce couple a ouvert son restaurant suite à une annonce de SOS Village. Et selon le maire, ce type d'établissement est nécessaire pour redonner de la vie à tout un territoire. Que ce soit les bars, les restaurants, ça permet d'avoir un lien social. Voilà, c'est important pour nos petites communes qui sont désertées de plus en plus. Voilà, il faut le dire. Dans les zones rurales, les cafés-restaurants se font de plus en plus rares. En 1960, on en comptait 160 000 contre seulement 40 000 aujourd'hui, soit une baisse de 75%. Ces dernières années, à cause du changement climatique, le nombre de catastrophes naturelles a augmenté en France. Les inondations, par exemple, et des crues soudaines de grande ampleur ont fait leur apparition. Alors, pour savoir comment réagir correctement, les pompiers vosgiens s'entraînent dans un plateau technique unique en France que Vosges Télévisions a pu filmer. Regardez. Alors là, il faut qu'il soit précis sur les trajectoires. C'est essentiel qu'il y ait une bonne communication pour qu'il puisse s'arrêter au bon moment et éviter les obstacles. Et le bassin d'eau vive Naturo d'Épinal n'en manque pas d'obstacles. Là où s'entraînaient une douzaine de sapeurs-pompiers vosgiens dans le cadre d'une formation Code 2, comprenez conduite d'engins hors chemin. Ces engins sont faits pour, à la base, les feux de forêt, on va dire, mais avec le risque d'inondation qui est de plus en plus prenant, on a développé ces utilisations de véhicules qui aujourd'hui sont incontournables dans le cadre des inondations. Et donc, là, ce plateau sert à former nos conducteurs. Des conducteurs qui, durant cet exercice précis, sont guidés par des sauveteurs aquatiques, comme s'il s'agissait de conditions réelles. La difficulté, c'est surtout de voir les risques pour pas qu'un camion se retrouve dans une mauvaise posture. Tout ce qui est inondation, les eaux sont quand même très chargées, remplies de bouts de bois, de cailloux. Et du coup, nous, on essaye d'être un peu les yeux au plus proche pour les conducteurs. Là où généralement des spécialistes de canoë-kayak s'y retrouvent, tant pour des entraînements qu'en compétitions nationales et internationales, mais aussi le tout public pour des activités de loisirs, ces manœuvres peuvent certes sembler insolites, mais ce bassin d'eau vive a été à l'origine spécifiquement pensé pour cela. À Huxenier, on devait construire un plateau technique risque inondation. L'alignement des planètes a fait qu'au même moment, la CAE voulait créer un stade d'eau vive. En France, beaucoup les pompiers s'entraînent aussi sur des stades d'eau vive, mais qui ont été aménagés après construction. Les sapeurs-pompiers vosgiens s'entraînent 5 à 6 fois par mois sur cette structure nautique unique en France de 200 mètres de long pour 10 de large. Mais il n'y a pas que, ce sont cette fois des Ardennais qui, comme l'an dernier, ont investi le site pour d'autres exercices. Alors là, on est à 8 mètres cubes secondes. On voit bien toutes les techniques mises en place par les sauveteurs pour pouvoir récupérer des victimes ou accéder à des victimes sur des situations particulières, genre maison, véhicule. Avec les crues soudaines et torrentielles qui se multiplient, ces formations sont plus que jamais utiles. Elles sont encadrées par le SDIS des Vosges et ils viennent de toute la France mais aussi de pays limitrophes, Belgique, Luxembourg, Suisse. L'Allemagne semble également très intéressée. C'est un fléau, la pollution en mer a considérablement augmenté ces dernières années. Outre les déchets plastiques, les hydrocarbures sont la principale source de pollution. Pour cette raison, pompiers et membres d'associations se sont mobilisés à Fort-de-France pour récupérer ces polluants. Vous allez le voir, une belle initiative à laquelle a assisté via ATV sur place en Martinique.
Mise en place de l'écrémeuse dans la baie des Flamands à Fort-de-France. Un dispositif essentiel afin de récupérer une quantité importante d'hydrocarbures déversés dans l'eau. Une des opérations de l'exercice Polmar. Avec le moteur que vous voyez qui vient de se mettre en place, donc un moteur qui va faire une aspiration via cette écrémeuse et ensuite tout le polluant, y compris l'eau, seront acheminés par un autre tuyau qui arrivera dans un bac de rétention. En mer, c'est 450 mètres de barrages qui doivent être déployés pour limiter la progression de la pollution. Vous voyez le navire de la SNSM, orange et bleu là-bas, qui est le navire qui tracte le barrage. Et donc là, l'objectif, c'est d'amarrer le barrage sur les coffres que vous voyez, les coffres gris que vous voyez en mer. L'idée, c'est de s'entraîner, de voir si le plan est bien préparé et que les personnes s'habituent à le faire. Réalisé tous les 3 ans, l'exercice Polmar permet de limiter les dégâts et de protéger le littoral lors d'une forte pollution d'hydrocarbures. La dernière qu'on connaît, c'est donc au large de l'Angleterre, 2 bateaux qui se sont rentrés dedans. Ce type de pollution a un fort impact sur l'écologie, puisqu'il y a la toxicité du produit, donc de l'hydrocarbure, mais il y a aussi l'étouffement de tous les écosystèmes. Et vous savez qu'en Martinique, l'écosystème est très très fragile. Un risque réel en Martinique, notamment en raison de sa localisation. Ça peut être une pollution résidente, c'est-à-dire d'un navire qui est ici en escale et qui perd du carburant. Ça peut être également une pollution liée à un navire de haute mer. Vous savez qu'on a autour de la Martinique des grandes routes maritimes avec des pétroliers qui circulent et des grands navires de commerce qui arrivent de l'Atlantique, qui vont jusqu'en Caraïbes. On peut avoir une pollution maritime en haute mer qui se déplace au gré des vents et qui arrive soit sur la côte Atlantique, soit via la côte Caraïbe. L'opération Polmar se poursuit avec un exercice de nettoyage de la plage de la Française dans le cas où la pollution arriverait sur Terre. Et connaissez-vous le criquet de Crau? Cet insecte très rare tient son nom de la vallée de la Crau dans les Bouches-du-Rhône. Étant en danger d'extinction, cette espèce est au cœur de la préoccupation et de la conservation, car sa survie est essentielle pour toute une chaîne écologique. Le projet LIFE permet notamment d'adapter et de restaurer son habitat naturel. Écoutons Thibaut Favier, membre de ce projet, au micro de nos confrères de la Provence. Le but, c'est d'arracher en fait les filaires sur cette zone pour redonner de l'espace pâturable aux brebis et donc réduire l'impact du pâturage sur des zones où le criquet est présent. L'objectif n'est pas de redonner de l'habitat direct au criquet parce que sur cette zone, il n'est pas présent directement, mais donc de diminuer l'impact du pâturage ailleurs. En conservant en fait l'habitat du criquet de Crau, on va par conséquent préserver aussi d'autres espèces comme les oiseaux stépiques. Et donc là, sur la Crau, on a plusieurs oiseaux qui sont extrêmement rares, comme le gangakata, où il y a les seules populations en fait, qu'on peut observer en France, on les observe ici, dans la Crau. Il y a également l'alouette calandre, l'outarde canepetière et le dicnem criard, par exemple, qui sont des oiseaux rarissimes et présents en Crau. Tout autre chose maintenant, beaucoup de sportifs professionnels rencontrent d'importants problèmes financiers pour vivre de leur passion. Certains font le choix de s'engager dans l'armée française et de défendre leur pays. Pour quelles raisons? Réponse avec ce reportage de Télé Grenoble au sein d'une brigade d'infanterie de montagne. Regardez. Sous ces tartes de chasseurs alpins se cachent des athlètes de haut niveau engagés dans l'armée de terre. En tout, 50 sportifs composent la compagnie hiver de l'armée des champions. Une unité un peu à part qui offre à ces athlètes de quoi vivre de leur sport. Parmi eux, le snowboarder Merlin Surgé ou le biathlète Antonin Guigona, qui a troqué la carabine pour le fusil d'assaut de l'armée française lors d'un entraînement avec la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il n'y en a qu'une dans le carton. J'ai rejoint l'armée après les Jeux Olympiques de 2018. Et avec mes premiers podiums en Coupe du Monde, j'ai pu prétendre à entrer dans ce collectif, l'équipe de France militaire de ski, et puis enfin devenir professionnel dans le ski grâce à la solde militaire. Le travail d'un athlète ne se limite pas aux entraînements et aux compétitions, ils doivent aussi trouver des sponsors pour gagner leur vie. Avec l'armée, le salaire débute à 1 400 € par mois, le même qu'un militaire au même grade. En échange, il défend son pays sur des compétitions bien loin des champs de bataille. L'athlète n'est pas un soldat comme les autres. L'athlète n'est pas engagé pour aller au combat. L'athlète est là pour rayonner, performer
et porter haut les couleurs de la France et les couleurs de l'armée des champions. Mon rôle premier, c'est de me préparer pour la Coupe du Monde, pour être performant en fait sur la Coupe du Monde et donc représenter l'armée sur la Coupe du Monde. Donc je m'entraîne toute l'année, c'est-à-dire que je suis en stage avec l'équipe de France. Le but, c'est que je sois en forme pour performer. D'autres obligations les occupent, comme participer au défilé du 14 juillet ou aux Jeux mondiaux militaires qui ont lieu tous les 4 ans. Pour les athlètes, l'armée est aussi une sécurité à la fin de leur carrière. L'armée est assez riche à ce niveau-là, donc vraiment il y a tous les métiers possibles. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notamment dans cette phase de notre vie où on passe à autre chose et on cherche à avoir un nouveau but, avoir un nouveau rythme, une nouvelle profession, quoi. 2 ans renouvelables, c'est le cadre fixé par les contrats de l'armée. Même sous l'uniforme, la flamme olympique reste l'objectif. Direction la Moselle maintenant, où des commerçants ont décidé de miser sur la confiance. Un boulanger et une fleuriste vendent leurs produits en libre service et les clients n'ont plus qu'à se servir et payer sans passer par la caisse. Est-ce une solution d'avenir? Reportage de Moselle TV sur place. Désormais, plus besoin de faire la queue dans cette boulangerie de Forbach. Ici, certains produits comme ces baguettes et croissants sont en libre service. Il y a souvent une forte attente et des gens donc, qui n'ont pas le temps, qui ne venaient plus acheter leurs baguettes chez nous. Pour que les gens puissent gagner du temps, quelqu'un qui est pressé vient, n'a pas besoin de faire la queue, puis acheter sa baguette, son croissant et repartir. Le principe est simple, chacun prend ce dont il a besoin et dépose l'argent dans une tirelire prévue à cet effet. Un dispositif loin d'être ancré dans les mœurs, mais qui pourrait bien faire son chemin. Je viens de l'apprendre. Et qu'est-ce que vous pensez du principe? Ça peut être pas mal pour ceux qui en ont besoin. Oui, c'est plus rapide parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient ici. À Faré-Bersviller, chez cette fleuriste, le concept existe depuis plus d'1 an. Quand elle s'absente, les clients peuvent acheter ses bouquets en toute liberté, à condition qu'ils possèdent un smartphone. Ils scannent le code et ils mettent le montant qui est justement sur la composition ou le bouquet. Pas de caisse ni de contrôle, un pari audacieux où tout repose sur l'honnêteté des clients. Même si on vit dans un monde où c'est pas évident de donner sa confiance, moi j'ai fait ce pari-là parce que bon, déjà on est dans un village, généralement je connais bien mes clients et donc je fais confiance et voilà, c'est le principe du commerce de proximité. En misant sur l'honnêteté de leurs clients, cette fleuriste et ce boulanger parviennent à développer leur activité, un modèle de libre service basé sur la confiance qui séduira peut-être d'autres commerçants. En France, les bureaux de poste font face à la forte baisse du courrier, une situation préoccupante qui oblige la Poste à se réinventer, vous allez le voir. Parmi ces nouveautés, vous pouvez notamment vous offrir un vélo de facteur. Reconditionner ces engins vous offriront le même confort. Présentation avec LMTV de Sarthe, Anthony Piton. Il a sillonné les rues et déposé des milliers de lettres. Aujourd'hui, ce vélo de facteur à assistance électrique attend une seconde vie. La Poste du Mans République le met en vente. Son prix, 1 490 €. Une opération nationale de la Poste qui revend 1 millier de vélos électriques. Des biclous reconditionnés avec 70% de pièces recyclées et disponibles en différents coloris, sauf le jaune. Le vélo du coup n'est pas jaune, c'est pour éviter que des personnes puissent prendre l'identité du facteur et puissent abuser en fait de ce lien. Mais l'engin est robuste et a bien toutes les caractéristiques du vélo type de votre facteur. Imaginez que le facteur il est quand même entre 4 et 6 heures par jour sur le vélo, donc il faut un engin qui soit un vélo qui soit léger, fonctionnel, robuste et il ne faut pas que le facteur ne soit non plus usé par une tournée avec un vélo qui ne soit pas assisté par exemple. Jusqu'ici, les vélos des facteurs étaient mis au rebut après 5 ans d'utilisation. Au Mans, l'opération a été lancée début avril et c'est un ancien de la Poste qui s'est porté acquéreur de la toute première bicyclette. C'est un ancien facteur, tout à fait, oui, qui avait d'ailleurs œuvré pour la mise en place de vélos électriques il y a quelques années déjà. Sitôt qu'il a entendu parler de cela dans les médias, il a couru au bureau de poste, tout à fait. Alors si vous avez toujours rêvé d'être facteur, rendez-vous au bureau de poste du Mans République. L'avantage avec ce vélo, vous n'aurez pas besoin de livrer le courrier. Feriez-vous vous-même le pari d'acheter un matelas reconditionné? C'est une activité en pleine expansion et notre partenaire Via Occitanie a rencontré la société Ecomatelas qui connaît une importante croissance de son activité. Immersion sur le site de production. Donc vous voyez, il y a énormément de matelas déjà prêts à être expédiés.
Donc effectivement, pour suivre la croissance Eco-Matelas, on avait besoin de place pour pouvoir stocker ces nombreux matelas. Comme tout entrepreneur, Jérémy Adjedj aime bien voir les choses en plus grand, plus haut. Depuis le début du mois de mars, son entreprise spécialisée dans le reconditionnement de matelas a investi les 1000 mètres carrés de cette usine installée à Vendargues. 1500 matelas fabriqués par mois contre 800 auparavant au siège basé à Saint-Onès à quelques kilomètres. La technique de production, quant à elle, reste toujours la même à partir de matières récupérées. On va venir du coup découper la partie haute du matelas pour venir vraiment récupérer le noyau du matelas. Donc c'est un peu comme un fruit abîmé en surface mais qui est encore intact à l'intérieur. Après on a du coup la partie assemblage du matelas, en l'occurrence la partie qu'on est venu récupérer sur ce matelas, on vient la coller du coup sur la mousse avec une colle certifiée Ecotex, toujours naturelle. Le matelas termine ensuite dans cette machine de désinfection à rayon ultraviolet pour éliminer acariens et punaises de lit. Depuis 2017 et son lancement, Eco-Matelas a su convaincre une clientèle de particuliers et de professionnels dans l'hôtellerie. L'an dernier, la société a vendu 10 000 matelas, soit la moitié des ventes réalisées depuis son apparition sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 75% des Français en 2024 qui ont acheté d'occasion. Donc c'est énorme, hein, 3 personnes sur 4 qui achètent d'occasion, qui sont prêts à passer le pas et à acheter un objet d'occasion. La literie, c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement, c'est l'intime, c'est quelque chose qui est hygiénique. Donc on doit nous apporter de la pédagogie, de la réassurance vis-à-vis de cet objet et montrer que ce qu'on fait nous derrière en coulisses, ça permet d'assurer une hygiène parfaite aux produits et aux matelas. Une démarche, un prix aussi 30% moins cher que du neuf, qui s'exporteront bientôt dans les villes de Toulouse, Bordeaux et Lyon, où la marque doit installer ses prochains points de vente. Avec une conscience écologique de plus en plus présente, le recyclage est devenu un enjeu majeur ces dernières années. Mais alors que devient le papier que nous utilisons chaque jour une fois que nous l'avons déposé dans les bacs de recyclage ? Eh bien, c'est la question que s'est posée TVR à Rennes, qui s'est rendu dans un centre de tri. Regardez ce reportage. Le papier rennais est débarqué ici, dans l'immense usine Norskog de Golbey, qui recycle les 3/4 des papiers collectés en France, soit 450 000 tonnes par an. Les 6 000 tonnes de papier trié que Rennes Métropole vend donc chaque année à Norskog ne font tourner l'usine que 5 jours par an. Mais le papetier vosgien s'en contente, car de plus en plus de collectivités vendent leurs déchets à l'étranger. Ce que fait Rennes Métropole, c'est hyper important pour nous. Aujourd'hui, le papier se raréfie, il faut le chercher de plus en plus loin. On est le dernier producteur de papier journal en France. C'est en partie grâce aux synergies, à tout ce qu'on met en place, et y compris avec les collectivités. Avant de redevenir bobine, le papier déposé dans les bacs jaunes de Rennes Métropole a été lavé, libéré de ses agrafes, puis de son encre dans des lessiveuses géantes et des kilomètres de tuyauterie. La pâte à papier est ensuite étirée et séchée dans cette gigantesque machine et mise en bobine de 300 kg à 3 tonnes. Le papier rennais est redevenu papier et a rapporté de l'argent à la collectivité. Un revenu variable selon les années et le cours du papier. Ça nous rapporte de mémoire à peu près 600 000 € à l'année de revente matière. Une partie de ces bobines va repartir en Bretagne vers les imprimeries du groupe Ouest France. C'est super parce qu'au moins la boucle est bouclée. Hein, on a lu son journal, on l'a déposé dans le bac jaune et ça redevient ensuite le journal qu'on lit quelques semaines plus tard. Récemment distingué lors du concours général agricole, la fourme d'Ambert est un fromage emblématique de la Loire, au savoir-faire traditionnel. Mais derrière cette victoire se cache aussi une rivalité avec un autre fromage de la région, la fourme de Montbrison. 2 spécialités, 2 histoires et un même héritage, vous allez le voir. Reportage de TL7 dans la Loire, Alexandre Couzet. 2 appellations à l'histoire commune. Si aujourd'hui les 2 fourmes sont bien distinctes, les sœurs Ambert et Montbrison ont autrefois fait qu'une. Un passé commun remontant au Moyen-Âge, les appellations d'origine contrôlée partagent notamment leur territoire entre Puy-de-Dôme et Loire. Conséquence, c'est une fromagerie ligérienne qui a obtenu la médaille d'or au concours général agricole pour la fourme d'Ambert. En 1972, donc, il y a eu la création de la première AOC qui regroupait les 2 fourmes, fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison. Depuis 2002, en fait, il y a maintenant deux AOP, l'AOP fourme de Montbrison, l'AOP fourme d'Ambert. Cette fromagerie produit les 2 fourmes avec 2 cahiers des charges bien distincts.
Ces deux fromages, bien que voisins, incarnent des sensibilités gustatives différentes. La forme d'Ambert, douce et crémeuse, et la forme de Montbrison, plus robuste et fruitée, sont deux facettes d'un même héritage. Avec une croûte sèche orangée sur la forme de Montbrison et une croûte fleurie sur la forme d'Ambert. On va dire que la forme d'Ambert, c'est un bleu plus classique, avec des ouvertures importantes et une dose de pénicium, donc avec des trous d'aération plus importants. Contrairement à la forme de Montbrison, où c'est un caillé qui est broyé, salé dans la masse. Et en fait, le persillage se fait par un veinage très fin à l'intérieur de la fourme. Au niveau national, c'est la forme d'Ambert qui régale le plus de papilles, puisque 5000 tonnes sont produites chaque année, contre seulement 600 tonnes de forme de Montbrison. À travers ces deux produits d'exception, c'est tout un patrimoine qui se déguste, une histoire qui se savoure, ici, au cœur de la Loire. C'est un chiffre assez incroyable. Chaque année, 30% des fruits et des légumes produits n'arrivent pas jusqu'au consommateur et donc 10% sont directement jetés. La raison, ils ne remplissent pas des critères esthétiques stricts. Alors pour lutter contre ce gaspillage, une entreprise corse a décidé de les récupérer pour produire ses propres jus. Écoutons le président de cette entreprise au micro de Télépaésé. L'objectif, c'est de valoriser ce qu'on n'arrive pas à vendre en frais et de monter des filières pour pouvoir exprimer le meilleur de notre terroir, le terroir insulaire. On développe des produits qui sont soit du jus, du pur jus de clémentine à destination des industriels, des glaciers, et on développe aussi la marque qu'on développe maintenant depuis 2-3 ans, qui est la Goursica, donc cette boisson pétillante à la clémentine et à l'extrait de népis. La gastronomie est un symbole de la culture française, bien sûr. Et pour casser les codes, un couple de restaurateurs a décidé d'implanter leur restaurant dans un bus. Chaque jour, ils vont à la rencontre de leurs clients dans un spot différent. Découvrons leur cuisine raffinée et gourmande avec 8 Mont-Blanc, Clarisse Menant. Regardez. Pour ses clients, ce n'est pas un restaurant comme les autres. Ici, pas de repas dans une salle, mais dans un bus aménagé. Un concept lancé par Grégory et Magali depuis maintenant 3 ans. Originaire de Bourgogne, le couple a souhaité innover car désormais ce n'est plus le client qui vient au restaurant, mais le restaurant qui vient au client. L'idée un petit peu, c'était de retrouver ce concept de manière décalée. C'est de se dire, nous on est un restaurant gourmand, mais on n'est jamais au même endroit tout le temps. On choisit des endroits très spécifiques avec une vue, un panorama, un cadre. Pour le menu, 2 formules sont proposées, une de 4 plats et une de 5 plats. Foie gras maison, suprême de pintade aux écrevisses ou encore riz au lait de fraise. Mais le dos de cabillaud sauce mori du chef reste une valeur sûre. Mes poissons, je les cuis à basse température chez moi là-bas, dans les règles de l'art, à 53 degrés, où le poisson il est juste poché et comme ça permet de le conserver. On est sur du produit frais. La cuisine de Grégory allie modernité et simplicité, le tout sous fond de gourmandise. Après découverte et dégustation, les clients sont repus et repartent unanimes sur la cuisine goûtée. Atypique, formidable. Et après la cuisine, alors très fine et excellente. Le bus déjà en lui-même, on a le côté atypique, et puis au niveau des assiettes et les saveurs, le chef, pour l'instant à ce jour, à 7 heures, excellente découverte. Voilà, et puis maintenant dans ce journal, partons visiter un musée, mais un musée qu'on visite à l'aveugle. C'est le concept proposé par le musée Gravelotte en Moselle. L'établissement retrace la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace par l'Empire allemand. On ne touche plus avec ses yeux, mais bel et bien avec ses mains. Et vous le verrez, les visiteurs perdent leurs moyens. Un reportage de Moselle TV. Je vais deviner ce que c'est. Je vous montrerai après, mais je vois si vous avez une idée ce que ça peut être. Un canon qui lance plusieurs balles. Visite plutôt unique au cœur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. Privés de leur vue, les visiteurs ont découvert d'une autre manière plusieurs objets de la collection permanente et sortis d'archives. Disons que de les avoir touchés à l'aveugle, ça donne une autre façon de percevoir les choses. C'est vrai que c'est super impressionnant de se dire, je l'ai touché tout à l'heure en vrai. On a plus le détail et quand on regarde après l'objet, on est plus à regarder vraiment le motif, ce qu'on a ressenti au toucher. On essaye de le percevoir en fait visuellement. La concentration est de mise. Sans la vue, mieux vaut écouter avec attention les explications des équipes encadrantes. Malgré tout, difficile parfois de deviner les objets entre ses mains. Équipé de gants, le toucher est également différent. Oh, ça c'est bizarre ça.
Pour moi, il y a l'imaginaire qui vient contrer un peu la réalité. Le toucher, c'est spécial. J'ai regretté de ne pas pouvoir toucher avec mes mains et d'avoir un gant, mais il faut respecter les objets, on comprend bien. La visite continue toujours à l'aveugle pour s'attaquer à du plus gros calibre. Une expérience originale proposée par le musée pour la première fois afin de redécouvrir l'histoire de manière ludique. Carton plein pour cette première édition, rendez-vous en octobre pour la deuxième. C'est une trouvaille tout à fait inattendue qu'a fait un promeneur de Saint-Malo. Au milieu de son chemin se trouvait la plaque d'identité d'un soldat allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Une trouvaille précieuse qui révèle des informations sur son identité, mais pas que. Écoutons Eric Peil, responsable du mémorial 3945 de Saint-Malo, au micro de TVR à Rennes. Beaucoup de monde qui passe par là, et je pense beaucoup de monde qui l'a vu sans réaliser réellement ce que c'était en fait. C'est une chance pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un objet nominatif, donc on sait vraiment à qui il a appartenu. Mais c'est une chance aussi parce que ça a été trouvé sur la cité d'Alette et que donc ça fait partie intégrante de l'histoire de la cité d'Alette. Et puis on a une troisième chance, c'est que celui qui l'a trouvé, eh bien, il a décidé d'en faire don au mémorial. On sait qu'il a été recruté au départ pour la mer du Nord, avec le petit N qui est devant, qui signifie Nordsee. Et il y a son numéro de matricule, et puis l'année de recrutement, il a été recruté en 1940. Voilà, c'était le Grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.